Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast des plongeurs Padawan. Aujourd'hui, nous accueillons Fabienne Delfour. Fabienne est spécialisée dans l'étude des cétacés et a récemment écrit un livre, Dans la peau d'un dauphin, aux éditions Flammarion. Le livre est très intéressant et on y apprend beaucoup de choses sur les dauphins et Fabienne y démystifie un certain nombre d'idées reçues que l'on a généralement sur les dauphins. Fabienne, tu es chercheuse et enseignante. Est-ce que tu pourrais nous raconter ton parcours plus en détail, s'il te plaît? Alors j'ai commencé il y a 30 ans et au début, je voulais pas du tout étudier les dauphins, je voulais étudier les éléphants. Mais ce qui me plaisait dès le départ, c'était vraiment le comportement des animaux. Donc je savais que, enfin je savais, je voulais vraiment approcher les animaux. Ce qui me plaisait, c'était être sur le terrain et j'ai eu l'opportunité de faire une thèse à l'université de Toulouse, à l'université Paul Sabatier et de rencontrer, des enseignants, chercheurs qui développaient une approche qui m'a vraiment séduite, qui était, étudier le comportement de l'animal, mais, considérer, l'animal en tant qu'individu et en tant que sujet. Il y a 30 ans, c'était tout à fait novateur parce qu'on ne parlait pas du tout de cette approche-là et ça, c'est ce qui m'a séduite. J'ai fait ma thèse, je suis partie en post-doctorat à Hawaï et j'ai rencontré, mes futurs collègues et la particularité de mon parcours, c'est que effectivement, en plus de 25 ans, j'ai travaillé aussi bien en milieu naturel qu'en parc zoologique et donc ça m'a permis, de poser des questions parfois identiques à des animaux qui étaient en milieu naturel ou qui étaient en parc zoologique ou parfois différentes. Et donc, comment ça se passe quand tu poses une question à un animal? Alors l'idée, c'est qu'on espère qu'ils vont nous répondre. Le gros challenge, c'est ça. Ouais. Ils vont pas nous répondre comme on pourrait le faire avec, nos amis. Ils vont nous répondre en se comportant d'une certaine manière et comme je suis éthologue, donc j'étudie le comportement des animaux, leur façon de se comporter dans une situation, pour moi, ça a beaucoup de sens et ça vaut, comme si c'était une parole qui était donnée par les animaux. Donc, ils vont approcher, ils vont participer, parfois ils vont refuser de participer. Donc tu vois, on n'a pas besoin de dire oui ou non. La façon dont se comportent les animaux, pour moi, ça a du sens et ça me permet d'essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête des animaux. Et donc, est-ce que tu as pu remarquer une différence de réaction entre les individus qui étaient en milieu naturel et ceux qui étaient dans des parcs zoologiques? J'ai étudié, beaucoup le comportement et aussi l'acoustique, les vocalisations des animaux. Il y a beaucoup de similitudes. Je travaillais dans un parc où il y avait un groupe social, donc il y avait, des mâles et les femelles aussi donnaient naissance à des petits et en fait ça, je peux le regarder aussi et l'observer en milieu naturel. Donc j'ai vu plus de ressemblances que de dissemblances. Après, la particularité ou la singularité du milieu naturel, c'est par exemple, en milieu naturel, je peux étudier les comportements de chasse. Comment ils vont récupérer ou trouver des proies. Quelque chose que je ne peux pas faire en parc zoologique. Mais je peux poser des questions assez identiques en fait dans ces deux milieux. Peux-tu m'expliquer ce qu'est l'éthologie constructiviste? Bravo, déjà tu as très très bien dit. Donc l'éthologie constructiviste. L'éthologie, c'est la science qui étudie les comportements des animaux. Et parmi les animaux, il y a les humains. Donc tu as des éthologues qui étudient le comportement des humains. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'étudier le comportement, pas des animaux en général, mais des individus. Donc, je vais vraiment regarder un animal en particulier, je vais m'intéresser à ses parents, à ses frères, à ses sœurs, à ce qu'il sait faire lui, à sa personnalité. Et c'est ce que permet cette éthologie constructiviste. Elle imagine et elle conçoit que les animaux, ce sont des individus qui sont tous différents, qui ont des histoires différentes, des personnalités différentes et qui ont des émotions. Et il y a d'autres éthologies qui considèrent plutôt les animaux comme des représentants d'une espèce en général. Ok. Peux-tu nous expliquer ce que c'est la bioacoustique? La bioacoustique, c'est, l'étude des, sons qui sont produits par le vivant. Moi, si je fais des études en bioacoustique, ça va être, étudier les vocalisations des mammifères marins. Qu'est-ce qu'ils vont produire comme son? Et notamment chez les dauphins, ils vont produire 3 types de sons: des sifflements, des, clics qui servent à l'écolocalisation, donc à se repérer dans l'espace et puis une troisième catégorie qui est extrêmement vaste, qui, regroupe tous les sons sociaux qu'on appelle des sons pulsés et là, il y a beaucoup, beaucoup de sons qui ressemblent un peu à des, crissements, à des jappements, à voilà, qui sont extrêmement variés. Donc c'est ça, c'est étudier le vivant
mais au niveau de leur production sonore. L'humanité, globalement, vit dans un monde qui est très visuel, où l'image prime sur tous les autres sens, alors que dans le monde des dauphins, c'est plutôt l'ouïe, donc l'acoustique, qui semble dominer. Est-ce que cette différence de perception de nos deux mondes, c'est une sorte d'entrave à la compréhension par l'homme du monde des dauphins et peut-être plus largement du monde des cétacés? Oui, tout à fait, parce qu'on doit faire un effort supplémentaire pour essayer de comprendre comment ils comprennent le monde. Parce que comme tu le disais vraiment très bien et très justement, nous, on est extrêmement visuel, donc voilà, on utilise la vision pour se repérer, pour échanger, etc. Les dauphins, ils vont plutôt vivre dans un univers acoustique, donc un monde sonore. Et pour nous, ça nous demande un effort supplémentaire, mais c'est extrêmement intéressant. Après, ça ne veut pas dire qu'ils n'utilisent pas la vision. Ils utilisent aussi, la vision pour se repérer, pour échanger, pour observer les postures de leurs congénères. Depuis plusieurs mois, il y a des plongeurs, notamment des apnéistes, du côté de Villefranche-sur-Mer, donc en Méditerranée, qui reçoivent la visite d'un dauphin solitaire. Qu'est-ce que tu penses de ce genre de comportement De la part des humains ou de la part du dauphin? de la part du dauphin? Je parlerai aussi du comportement des humains. Comportement du dauphin, il y a eu déjà plusieurs fois, des exemples comme ça où, des dauphins solitaires se sont rapprochés, des côtes et ont interagi avec des humains. On connaît pas trop leurs histoires, on sait pas trop, d'où ils viennent, comment ça se fait qu'ils se retrouvent tout seuls. Mais il faut savoir que les dauphins, ce sont des animaux sociaux, donc ils vont rechercher des interactions. Quand ils peuvent pas interagir avec des congénères, ils vont interagir avec des animaux qui sont, susceptibles de d'interagir avec eux et qui vont répondre aux sollicitations, qu'ils peuvent adresser à ces animaux-là. Et les animaux, en l'occurrence, ce sont ces aptéistes ou ces humains. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que ça reste un animal sauvage et il peut y avoir aussi parfois une mauvaise compréhension des comportements des animaux sauvages. C'est pas parce que le dauphin il approche, qu'il veut absolument jouer et ce sont des animaux assez gros, assez puissants et il peut y avoir des accidents parce qu'ils peuvent bousculer, ils peuvent pousser, ils peuvent amener les plongeurs aussi assez profonds et ils peuvent mordre, hein, ils peuvent donner des coups. Moi, ce qui me dérange plus, c'est le comportement des humains à l'égard de cet animal sauvage, parce qu'on lui apprend que c'est OK d'interagir avec des humains. Je suis pas certaine que ce soit la meilleure chose qu'on puisse lui apprendre. Et si un jour il n'a pas ce qu'il veut, c'est-à-dire un contact rapproché avec des humains, ça peut le frustrer. Et on sait que souvent, quand on a un animal qui est frustré, ça peut aussi engendrer chez lui des comportements d'agressivité. Voilà, il faut être prudent, je pense, dans les interactions qu'on peut avoir avec, ces animaux qui restent des animaux sauvages. Il faut bien comprendre que l'animal apprend de nos interactions. Donc, se dire: «Bah, ce dauphin-là, par batte, qu'est-ce qu'il apprend des humains?» Et puis, il faut pas oublier que c'est un animal qui, apparemment, n'a pas d'autres interactions sociales. Donc il est très demandeur de ce type d'interaction. Donc, tu sais, quand tu es très demandeuse d'eux, si tu as pas, rapidement ce que tu veux, ça peut aussi te frustrer. Après, il y a aussi, la possibilité et le danger de transmettre des maladies à ces animaux sauvages. Ils peuvent être aussi vulnérables. Donc je suis plutôt, un peu, timorée et puis prudente, dans le fait de promouvoir ce type d'interaction. Quel type de maladie on peut leur transmettre? Plein, plein de maladies. Des maladies de peau, des maladies respiratoires, et il suffit, d'être, en contact ou même être, en proximité d'eux. Donc ça, on l'oublie et après l'inverse est vrai, c'est-à-dire les dauphins peuvent aussi te transmettre des maladies bactériennes, fongiques et cetera. Donc il faut faire attention. Dans le même genre, en Polynésie française, à Rangiroa, dans la passe de Tiputa, il y a un groupe de dauphins qui est résident et qui semble avoir énormément d'interactions avec les plongeurs qu'ils croisent. Donc, qu'est-ce qu'il faut penser de ce genre de comportement? Est-ce qu'il peut y avoir un danger pour la santé des dauphins qui viennent au contact et qui sont caressés par des plongeurs? C'est un exemple de ce dont on parlait juste à l'instant et en fait, ces, dauphins, ils sont étudiés par une personne qui s'appelle Pamela Carson, qui est mon étudiante en thèse, que j'encadre avec Eric Lua et qui fait sa thèse justement sur, ce groupe de dauphins et là, c'est ce que je te disais, c'est-à-dire les dauphins, ils ont appris qu'ils pouvaient avoir une station de caresses gratos. Donc ils viennent, ils se précipitent quand les, plongeurs font leur palier pour, se faire, caresser et là, les plongeurs oublient souvent
qui sont en train de faire leur palier et au lieu de rester au même niveau, ils peuvent aussi, repartir en profondeur et là, on s'aperçoit, comme je te disais, certains dauphins, quand ils n'ont pas rapidement leur caresse, ils peuvent bousculer les plongeurs. On peut avoir des comportements qui peuvent être assez, vifs, assez violents à l'égard des plongeurs. Maman est réunionnaise. L'année prochaine, on va repartir à la Réunion pour les vacances. La dernière fois, j'étais trop petit pour aller nager avec les dauphins, mais l'année prochaine, j'espère pouvoir le faire. Et en plus, ce sera la saison des baleines. Est-ce que tu as des conseils à me donner pour bien profiter de mes rencontres avec les baleines et dauphins? Alors déjà, je suis extrêmement jalouse, hein. Moi, je veux venir, hein. Tu as beaucoup de chance, d'abord parce que c'est une superbe île qui est vraiment très, très belle. Donc voilà, je suis très, très jalouse. Et puis oui, l'été, c'est la saison des baleines. Alors les conseils que je peux te donner, c'est si tu veux aller observer les animaux, il te faut t'assurer que les personnes avec lesquelles tu vas partir suivent et respectent les animaux. Donc, il faut regarder un peu comment ils s'approchent des animaux, est-ce qu'ils respectent les chartes d'approche, etc. Ok. Et à partir de là, je pense que ta sortie en mer, elle se passera très, très bien. Tu me raconteras. Ouais. Quand on parle de la Réunion, on pense malheureusement au massacre des requins qui est organisé, mais on sait qu'il y a des dauphins à l'année à la Réunion. Est-ce que la relation entre les dauphins et les requins, elle a déjà été étudiée? Comment est-ce qu'ils interagissent entre eux? Est-ce qu'ils coexistent pacifiquement? Est-ce qu'ils luttent pour occuper des territoires? Est-ce qu'ils se fuient ou au contraire, ils s'ignorent tout simplement? Alors ça va être très difficile de parler en général parce que tu vois, si on dit les dauphins et les requins, donc déjà ça recouvre pas mal d'espèces. Les dauphins, c'est déjà une trentaine d'espèces. Si je prends le cas de la Réunion, nous, on travaille sur les grands dauphins, les dauphins de l'Indo-Pacifique et les dauphins à long bec et je travaille, avec des associations à La Réunion depuis plus d'une dizaine d'années. J'ai jamais vu de requin, là où on fait les observations, donc je serais vraiment incapable de te dire comment ils vivent ensemble. Après, il y a des endroits, ailleurs dans le monde où ça, c'est un peu plus documenté, donc on voit à peu près, les distributions. Pendant très longtemps, il y avait un peu une légende urbaine, qui nous laissait croire que quand il y avait des dauphins, il n'y avait pas de requins parce que les dauphins, se battaient contre les requins. Moi, quand j'étais à Hawaï, j'ai vu, des requins-tigres nager pas très, très loin des, dauphins à long bec. Les dauphins à long bec ne semblaient pas apeurés par la présence des requins-tigres, donc je sais pas. Je pense qu'il y a peut-être des chercheurs qui travaillent sur ces problématiques, mais là, comme ça, je les ai pas en tête, donc ça, je sèche un peu sur cette question. Tu enseignes à l'école vétérinaire de Toulouse. Quelle matière enseignes-tu? J'enseigne l'éthologie, maintenant tu sais ce que c'est, l'éthologie constructiviste, un petit peu. J'enseigne l'éthique, c'est-à-dire comment on doit avoir un comportement responsable et respectueux à l'égard des animaux. Et j'enseigne le bien-être animal, donc comment on peut savoir que les animaux se portent bien et se sentent bien. Et tout ça sous la perspective du comportement des animaux. Quand tu t'apprêtes à faire une mise à l'eau avec les dauphins, est-ce que ça t'est déjà arrivé de ne pas le faire parce que tu observais un comportement qui pouvait indiquer que, les dauphins, n'avaient pas envie ou que c'était pas le bon moment d'aller chercher une interaction avec eux? Oui, plusieurs fois, dont une, je m'en souviens bien. Il y avait Jamy, vous connaissez Jamy? Ouais. C'est pas sorcier. Ah, si. Ah oui, donc j'étais partie à La Réunion avec Jamy, on a trouvé des dauphins et on n'est pas allé du tout à l'eau avec eux parce que, leur comportement nous disait qu'ils avaient vraiment pas envie, d'être embêtés. Ils faisaient leurs interactions entre eux, mais notre présence n'était pas la bienvenue. Donc on les a observés de loin et puis on a arrêté de les observer, on est parti et on a trouvé d'autres dauphins, qui eux ont accepté qu'on les suive et après ont accepté qu'on se mette à l'eau. Ils sont restés avec nous. Mais oui, oui, plein, plein, plein de fois. Est-ce que tu sais jusqu'à combien de bébés dauphins il peut y avoir dans une famille? Dans une famille, alors tu sais, la notion de famille chez les dauphins, c'est un peu particulier, hein, parce que, une femelle, elle peut avoir, plusieurs papas pour ses bébés. Donc c'est un peu compliqué cette histoire de famille et combien de bébés peut avoir une femelle? Ça, je sais pas trop. La gestation va durer à peu près 1 an. Elle va donner naissance à un bébé
Et souvent, le bébé, elle va l'allaiter environ 2 ans. Ça peut durer plus longtemps. Et pendant ce temps-là, elle a pas de bébé. Et après, c'est revenu. Je peux pas te dire combien il y a, de bébés par famille. Tu vois, l'idée de famille chez les dauphins, c'est pas comme nous. Il y a quelques mois, on recevait Pierre Robert Delatour, qui est passionné et spécialiste des orques, et il nous expliquait que l'organisation sociale des orques est matriarcale. Donc, c'est-à-dire que les groupes sont dirigés par des femelles dominantes. Est-ce que c'est la même chose chez les dauphins? Non, non, et c'est très complémentaire de la question qu'a posée ton frère. En fait, chez les dauphins, on parle de société de fusion-fission et il y a 2 organisations, l'une chez les mâles et l'autre chez les femelles. Et en fait, celui ou celle qui va prendre la décision pour le groupe, ça va être l'animal qui est le plus expérimenté dans le domaine en question. Donc ça peut être aussi bien un mâle qu'une femelle. Et chez les mâles, la particularité, c'est que dès leur plus jeune âge, ils vont, trouver un copain et ce copain, ils vont le garder à vie. Donc on a des duos de mâles qu'on retrouve, de l'enfance à l'adolescence et quand ils sont adultes. Les femelles, c'est pas du tout ça. Elles ont pas de copine à vie. Elles vont aller avec des femelles en fonction de leur propre intérêt et de leur statut reproducteur. C'est-à-dire, par exemple, si tu as une femelle qui est gestante, elle va aller avec d'autres femelles gestantes. Une fois qu'elle a donné, naissance à son bébé, elle va rester avec les femelles qui ont leur bébé. Une fois que le bébé est sevré, du moment où elle l'allaite plus, elle repart avec un autre groupe. Donc, c'est une société chez les femelles qui est très fluide, très plastique, alors que chez les mâles, pas du tout. C'est des amitiés qui vont durer toute la vie. Donc il y a ces 2 organisations et puis après, c'est plutôt on va pas parler de chef, mais on va parler de leader en fonction de la situation. Il y aura un individu, le plus expérimenté, qui prendra la décision. Et donc, est-ce que, dans les groupes, les femelles et les mâles n'interagissent que pour se reproduire ou est-ce que parfois, bah, ils se rencontrent et ils interagissent entre eux pour, n'importe quoi d'autre? Ça, c'est une question qui est super intéressante parce que dans la majorité des cas, par exemple, je prends le cas des grands dauphins, on va retrouver des petits groupes de dauphins. Quand je dis petits, c'est peut-être 4, 6, 9 individus. C'est souvent des femelles avec leurs petits et autour de ce groupe-là, on a les mâles qui sont là, qui restent en contact, mais qui sont pas très, très visibles. Et de temps en temps, vraiment de manière, très, ponctuelle, on a des regroupements de grands dauphins. On peut en avoir jusqu'à 80 et là, il y a de la reproduction et cetera. Ça ne veut pas dire que les mâles et les femelles interagissent uniquement pour la reproduction. Ils peuvent coopérer pour s'alimenter, par exemple, pour se défendre contre un prédateur. Quand il y a quelque chose qui est, super intéressant pour eux, là, on va retrouver aussi, des associations entre les mâles et les femelles. Mais de manière générale, effectivement, il y a quand même, une séparation entre le groupe des femelles et des mâles. Une fois que, les femelles, n'allaitent plus leurs petits, le petit, il reste avec le groupe de femelles ou il part? Enfin, qu'est-ce qu'il fait? Une fois que les femelles, n'allaitent plus le petit, ça va dépendre de son sexe. Souvent, si c'est un garçon, bah, il va déjà rechercher son super copain, hein, donc ils vont déjà créer ce duo. Si c'est une fille, souvent elle va rester avec le groupe des ados. Donc on a des gangs d'adolescentes, dauphins qui restent ensemble. Et parfois, dans ce gang d'adolescentes, femelles, on a une femelle adulte qui est là un peu pour les surveiller, une sorte de baby-sitter en chef pour, des ados. C'est pas une baby-sitter, mais bon voilà, une, teen-sitter. Mais voilà, en fonction du sexe, ça se passe pas tout à fait de la même façon. Tu as raconté qu'une fois, des femelles dauphins sont venues à ta rencontre et t'ont confié leurs petits. Donc, tu as été en quelque sorte baby-sitter de dauphins. Combien de temps ça a duré, cette expérience? Et surtout, bah, qu'est-ce qu'on fait quand on est un humain et que, il y a des mamans dauphins qui viennent nous confier la garde de leurs petits? Ça doit être étrange. À la fois, tu dois te sentir, responsable, mais aussi, très reconnaissante d'une telle confiance. Donc, qu'est-ce que tu peux faire à part, rester dans l'eau, et garder un œil sur les petits? Oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. Mais en fait, au début, j'étais avec 2 étudiantes dans l'eau et on n'a pas très bien réalisé ce qui se passait parce que quand le groupe est arrivé, on avait les mamans avec nous. Donc, il y avait, je pense, si je me souviens bien, 3 mamans et 5 petits. Donc elles-mêmes déjà, tu vois, elles faisaient du babysitting et puis, elles sont venues, elles sont restées un moment et comme on filmait, on enregistrait ce qu'ils faisaient. Au début, j'ai pas bien réalisé ce qui se passait et c'est les gens sur le bateau, puisqu'on restait, pas très, très loin, qui nous ont dit: «Mais, les mères sont parties» et là, on a réalisé qu'en fait, toutes les 3, on était là avec les 5 petits
et les petits jouaient entre eux, voilà, ils étaient assez curieux et comme tu dis, on peut pas faire grand-chose si ce n'est que rester à l'eau et dire: «D'accord, on attend que les mamans reviennent» et elles sont revenues, elles ont récupéré leurs petits. Alors c'était un mélange de sentiments. Effectivement, c'était de la surprise, de la reconnaissance, comme tu dis, une certaine, joie, mais après il y avait beaucoup, beaucoup de questions parce que ce sont des animaux sauvages et le fait qu'ils laissent garder, leurs petits à des humains, c'était assez particulier. Maintenant, c'est arrivé parce que, voilà, c'était le bateau, de la chercheuse qui étudie les dauphins. Ces dauphins-là, l'an prochain, elle va fêter ses 40 ans de suivi, des dauphins aux Bahamas. Donc ils la connaissent, donc ils savent qu'il n'y a pas de grand risque. Mais voilà, c'était particulier, oui. Et donc, quand tu dis que les dauphins la connaissent, donc ils reconnaissent les individus, ils arrivent à nous identifier? Ils reconnaissent le bateau parce que ça fait, presque maintenant 40 ans qu'elle a ce bateau-là. Donc tu vois, le bruit du moteur, c'est sûr qu'ils le reconnaissent et après dans l'eau, on a tous des comportements et des attitudes différentes. Et le fait qu'ils puissent nous scanner, nous observer, parce qu'ils passent du temps aussi à nous observer, depuis 40 ans, ils savent pertinemment que quand ils entendent ce bruit de bateau, il va y avoir des personnes à l'eau, mais que ces personnes-là, elles font pas grand-chose si ce n'est que nager, à distance. Donc je pense qu'effectivement, ils ont compris qui on était, qu'est-ce qu'on faisait. Est-ce que quand, les dauphins, par exemple, quand ils font un peu leur bruit et que nous on comprend pas, est-ce que toi tu arrives un petit peu à comprendre ce qu'ils disent? Il y a certains bruits, comme tu dis, ou de vocalisations, qui ont du sens pour moi parce que je peux observer leur comportement en même temps. Donc, je peux savoir, par exemple, que certaines vocalisations, ça veut dire je suis pas du tout content, ou au contraire, je suis content, ou au contraire, j'ai peur. Je comprends pas le langage des dauphins, pas encore, j'aimerais bien, c'est mon rêve. Mais j'arrive, parce que je vois ce que font les animaux, à comprendre par rapport à la situation ce qu'ils essaient de dire, ou ce qu'ils se disent entre eux, mais qui pour moi est assez compliqué à comprendre. Est-ce qu'on peut dire que, la manière dont ils communiquent, ça serait un langage? Est-ce qu'ils se parlent ou est-ce que c'est juste un espèce d'échange d'informations? Alors là, si, je comprends bien ta question, c'est est-ce que c'est juste des informations, sur l'environnement qui se communiquent ou est-ce qu'ils pourraient, peut-être, mener une conversation? Ouais, c'est ça. Alors, la première question, oui, ils vont échanger des informations sur l'environnement, tu vois, la distance à laquelle se trouvent les poissons, là c'est dangereux, reviens et cetera. Est-ce qu'ils peuvent, discuter ou converser comme nous, humains, nous le faisons, en se remémorant des événements passés ou en anticipant des événements à venir? On ne sait pas grand-chose, en fait. Pourquoi on ne sait pas grand-chose? Parce que toujours à ce jour, c'est très compliqué pour, les chercheurs en bioacoustique, maintenant vous comprenez, ce que ça veut dire la bioacoustique, de d'identifier le dauphin qui vous fait des vocalisations. Parce qu'un dauphin qui fait des vocalisations, qui parle, il va pas ouvrir la gueule. Donc quand tu nages avec les dauphins, tu entends des vocalisations, mais tu sais pas quel est le dauphin qui fait sa vocalisation. Donc tant qu'on n'aura pas trouvé qui émet les vocalisations, c'est super compliqué de comprendre ce qui dit à qui et quel est le comportement des autres. On a construit un dispositif qu'on a appelé le cétoscope. Donc on est plusieurs chercheurs et une association à La Réunion justement à avoir construit ce dispositif. On va filmer et enregistrer les dauphins et après, on va avoir un programme particulier qui nous permet de cibler le dauphin qui émet la vocalisation. Donc là, peut-être que dans quelques années, je pourrais répondre à ta question. Bah, alors il faudrait qu'on se retrouve dans quelques années pour, que j'ai la réponse à ma question. J'y compte bien. Dans ton livre, on apprend que les dauphins ont des noms qui leur sont donnés par leur mère. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Donc je vous disais au début, il y a 3 types de sons qui sont produits par, les dauphins, dont les sifflements. Il y en a un particulier qui est un signe d'identification. Les mères ont elles-mêmes leur signature sifflée. Les mères vont produire cette signature pendant qu'elles sont gestantes et elles vont intensifier la production de cette signature lorsqu'elles vont donner naissance à leur, bébé et le bébé, comme il entend ce son de manière régulière, il va le reproduire. Sauf qu'il n'est pas très doué pour reproduire le son, donc souvent il va commettre des petites erreurs et la maman va garder ces erreurs-là. Donc, si tu veux, le son que va reproduire le bébé va ressembler très fort au son de sa maman, mais il va y avoir des petites erreurs. Et donc, en fait, on a là la naissance de cette signature sifflée.
Et l'intérêt de tout ça, c'est que quand on regarde, quand on analyse les sons sur un spectrogramme, donc qui permet de voir les contours, les fréquences, l'amplitude, etc., rien qu'avec la forme des signaux, on peut savoir à quel clan familial il appartient, quelle est sa maman, parce que ses enfants auront la même forme de signal. C'est super intéressant. Oui, parce que juste avec un hydrophone et l'analyse des sons, on peut trouver les membres d'une famille. Est-ce que, si un dauphin, de La Réunion, par exemple, rencontre un dauphin de d'Hawaï, ils vont pouvoir se comprendre? Ou est-ce que, il y a, comme les humains, un peu des langues différentes en fonction des pays? Est-ce que eux, ils ont des dialectes différents en fonction de leur clan? Alors, des dauphins de la même espèce, si je prends par exemple des grands dauphins à La Réunion, en Polynésie, en Bretagne, en Méditerranée, on va retrouver, les mêmes vocalisations. Maintenant, il peut y avoir des différences, par exemple dans les fréquences, mais les formes des signaux sont à peu près semblables. Est-ce qu'ils peuvent se comprendre? C'est une bonne question. On n'a jamais essayé. Il faudrait peut-être, les mettre en communication et voir s'ils arrivent à se comprendre. Maintenant, ce que je peux te dire, c'est qu'il y a des endroits dans le monde où il y a des espèces différentes de dauphins qui se côtoient et parfois, on a des animaux qui apprennent le langage de l'autre. Par exemple, un grand dauphin qui a appris à parler marsouin. C'est parce qu'il avait beaucoup d'interactions avec, des marsouins ou comment il s'est dit, «Je vais me mettre à parler le marsouin»? Alors, c'est peut-être parce que déjà il est super doué en langue et qu'il adore, parler, des langues étrangères. Mais ce dauphin-là, effectivement, côtoie les marsouins et donc on s'est aperçu que dans son répertoire vocal, il avait intégré, des sons de marsouin. Un dauphin bilingue. Voilà, j'espère qu'il se fait comprendre, mais on ne sait pas encore. Est-ce que tu penses qu'il peut y avoir une vraie appétence de certains individus pour l'apprentissage? Oui, en fait, les dauphins, ils ont des personnalités différentes. Donc, tu as des dauphins qui sont hyper studieux, qui adorent travailler, tu leur proposes des exercices, ce sont les premiers à venir, les premiers de la classe, à répondre, à tous les tests que tu veux et que tu peux faire avec eux et qui en redemandent. Et puis il y en a d'autres, qui franchement, c'est ils sont pas très, très motivés. Donc, leur personnalité engendre des comportements différents et des goûts différents pour différentes choses. Donc, oui, oui, je sais pas s'il y a des appétences pour, des langues, mais il y a une motivation à faire des choses comme nous. C'est-à-dire, moi j'aime les sciences naturelles et un peu moins les maths, donc, je serais plus attirée vers tout ce qui touche les sciences naturelles. Mais je trouve ça super marrant parce qu'en fait, quand tu parles d'un dauphin, en fait, on pourrait complètement croire que tu parles d'un humain ou d'une population humaine, en fait. Oui. Parce que en fait, tu t'aperçois qu'il y a des convergences, hein. Il y a des convergences évolutives, il y a des convergences qu'on appelle cognitives, c'est-à-dire des capacités qui sont à peu près identiques. Maintenant, ce que je raconte là, je mets en évidence effectivement des traits de caractère, de personnalité, le fait qu'ils aient des émotions, qu'ils vivent des chagrins parfois. Ils peuvent vivre des deuils, ils peuvent avoir de la tristesse, etc. Mais je garde toujours en tête le fait que c'est pas des humains, donc leurs réactions, ça va pas être des réactions humaines. Mais effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se croisent. Donc ça montre, tu vois, que la hiérarchisation du vivant, c'est pas possible. Ouais. On n'est pas les êtres supérieurs à tous les animaux. Sait-on par, quel mécanisme les dauphins se transmettent, des savoirs, des démonstrations et des imitations oralement, comment ils font? Il y a plusieurs formes d'apprentissage. Il y a des apprentissages par observation, c'est-à-dire tu as de jeunes animaux qui vont regarder des individus adultes ou des ados faire des choses et ils vont les reproduire. Et puis après, tu as des apprentissages par enseignement, donc un peu comme des profs, où tu as des femelles plus âgées qui vont vraiment enseigner directement à leurs petits des comportements. Donc, on a ces phénomènes qui se croisent et on peut très bien avoir des apprentissages par observation et des apprentissages par enseignement. Quand tu vas vers des dauphins, est-ce que tu es en apnée ou, est-ce que tu plonges, comme nous avec des bouteilles? J'ai pris la décision de plus utiliser les bouteilles, hein. Je vais en apnée. Pourquoi j'utilise plus les bouteilles? Parce que les petites bulles d'air qui partent du détendeur, c'est autant de barrières acoustiques pour, les dauphins. C'est-à-dire les vibrations des dauphins, elles vont très bien voyager dans l'eau, mais l'air est une barrière acoustique. Donc avoir des petites bulles, ça empêche le son qu'ils vont émettre de voyager. Ce qui m'intéresse aussi, c'est pas du tout être dans la performance. Donc ce que je demande aux personnes qui travaillent avec moi, c'est d'être très à l'aise dans l'eau,
mais je veux pas des champions d'apnée ou des champions de crawl ou des champions de tout ce que tu veux. Parce que souvent les personnes qui, sont dans la performance, ils vont, souvent, nager très, très vite pour, rattraper les dauphins, pour les poursuivre, pour continuer à avoir une interaction et ça m'intéresse pas du tout. Donc les personnes qui passent plein, plein de diplômes en apnée et qui s'entraînent à la piscine pour aller super vite, pour aller nager, avec les dauphins, c'est pas du tout sur ce critère-là que je vais choisir pour aller en mission avec moi. Au contraire, je veux, que les personnes soient respectueuses des animaux et je veux que les animaux comprennent très rapidement que s'ils accélèrent ou s'ils vont très profond, on va pas les poursuivre et c'est une manière pour eux de finir l'interaction, d'avoir un contrôle sur notre interaction. T'as déjà essayé de plonger en recycleur avec des dauphins? Jamais. Effectivement, il y aurait pas les petites bulles, mais c'est aussi pénétrer plus profondément dans le monde des dauphins. Pour les observations que je mène, rester en PMT, pas le masque tuba, ça me suffit. J'observe beaucoup de comportements déjà. Et puis, les dauphins ont compris que si ils voulaient interagir avec moi, ils étaient obligés de remonter et de rester pas très très loin de la surface. Et si ça les intéressait pas, ils continuaient leur vie et voilà. Donc, on a trouvé un bon compromis en fait. Est-ce que, les dauphins s'adaptent donc au fait que, toi, tu aies besoin de remonter régulièrement pour respirer, en fait? Oui, mais ça, c'est un apprentissage parce que, tu vois, il y a par exemple, les jeunes dauphins qui sont dans une excitation de jeu, tu es en train de jouer avec eux. Parfois, ils sont super surpris que tu aies besoin de remonter à la surface. Donc, ils sont là en train de te regarder et dire: «Mais pourquoi elle remonte?» Et les dauphins adultes qui ont fréquenté plus souvent des humains, ils ont réalisé que ces trucs-là dans l'eau, on n'était pas très, très fort en apnée et que régulièrement et plus régulièrement qu'eux, on avait besoin de remonter à la surface. Tu voyages beaucoup donc dans le cadre de ton métier. Est-ce que tu arrives à concilier ta vie personnelle et familiale avec ta vie professionnelle? C'est très compliqué. C'est très, très compliqué. Maintenant, c'est plus facile que quand moi j'ai commencé. Tu vois, il y a 30 ans, on n'avait pas internet, on pouvait pas faire ce type d'échange qu'on a là aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est plus facile parce que, c'est rare les endroits où il y a pas de connexion internet. Au tout début, quand je partais, 10 jours en mer, il y avait zéro contact. Maintenant, c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile de rester en contact. Tu pars à peu près, à quelle fréquence? Ça va dépendre des missions. Il y a un long travail en amont avant de faire une mission scientifique. Il faut déjà avoir toutes les autorisations et en général, on monte des projets qui sont financés sur environ 3 ans. Donc cette période de 3 ans, pour moi, je sais que je vais avoir à peu près une mission par an ou parfois j'ai plusieurs projets en même temps. Donc je vais faire 2 missions par an. Aujourd'hui, je réfléchis aussi à ces missions parce que comme tu le disais, j'ai beaucoup voyagé et aujourd'hui, j'essaie de limiter aussi mes voyages. On est en train de réfléchir à tout ça, c'est-à-dire peut-être, des plus petites équipes pour réorganiser, les missions, pour limiter aussi, les voyages. C'est une autre philosophie aussi. Quel a été ton plus beau voyage? Alors le plus beau, il y en a eu plein. J'ai vécu des émotions, très, très fortes. Donc, aux Bahamas avec les dauphins tachetés, à Hawaï avec, les dauphins à long bec, à La Réunion avec, les baleines à bosse. Mais là, celui qui m'a beaucoup, beaucoup marqué et puis c'est le plus récent, c'était, l'été dernier, en Afrique du Sud avec le Sardine Run. Et là, franchement, c'était intense. C'est la première fois que je voyais autant de dauphins, autant de baleines, autant de sardines et puis autant de requins et d'oiseaux marins à un seul endroit et ça m'a vraiment impressionnée. Je suis encore un peu sous l'émerveillement de ce dernier voyage. Mais j'en ai eu plein. J'ai eu beaucoup, beaucoup de chance dans ma vie professionnelle parce que j'ai eu l'occasion vraiment d'aller dans des endroits qui sont, merveilleux, d'être approchée par des animaux qui m'ont, permis de les observer, de rencontrer des collègues passionnés. Donc voilà, tu vois, là aujourd'hui, j'ai plus de 50 ans et j'ai envie aussi, de remercier les animaux. Donc j'essaie de trouver des projets qui puissent, agir, vraiment pour la conservation des animaux. Tu nous as parlé d'Éric Clua, avec qui tu diriges, la thèse d'une étudiante. Il y a peu, on a reçu, Éric Clua et il nous parlait de travaux sur les orques du détroit de Gibraltar qui embêtent les navigateurs. Est-ce que tu as un avis sur ce comportement? Alors j'ai pas observé, hein, donc l'avis que je peux avoir, hein, c'est juste au travers de ce que j'ai cru comprendre, des récits des médias et ce qui transparaît à droite à gauche. Ce que je peux comprendre, c'est comme tu le disais, c'est une société matriarcale, donc ce sont les femelles qui vont donner le ton, qui vont décider dans ce groupe-là. Donc une fois qu'une femelle a appris quelque chose,
Ça va être compliqué de faire disparaître ou d'éteindre ce comportement. Mais c'est pas en appliquant, ou en faisant des actes violents qu'on va résoudre cette chose-là et surtout pas en ciblant cette femelle-là. Moi, en tant qu'éthologue, j'ai besoin de voir le comportement et la séquence. C'est pour moi difficile de parler dans le vague, mais voilà, une fois que la femelle, qui décide a mis en place un comportement et que ce comportement est suivi par le reste du groupe, c'est compliqué d'éteindre ce comportement. Pour l'instant, ce qui avait été prôné, c'était, arrêter, tant que possible de naviguer dans cette zone-là et je pense que c'est déjà la première chose à faire, oui. Les dauphins sont plus en profondeur ou à la surface? Ça va dépendre de leurs activités. Parfois, ils vont rester à la surface parce qu'il y a des choses qu'ils veulent faire à la surface ou qui les intéressent et puis après, ils peuvent aller relativement profond pour chasser, pour fuir. Donc ça va vraiment dépendre de ce qu'ils font. OK. Quel est ton animal sous-marin préféré? Mon animal sous-marin préféré? Ça va pas être sympa pour les autres, hein, mais c'est vrai que, les dauphins tachetés, je les trouve, extraordinaires. Après, il y a plein d'animaux sous-marins que je connais pas, donc peut-être qu'ils sont, super. Mais les animaux, sous-marins avec lesquels j'ai eu la chance de travailler, je les trouve tous, géniaux. Donc j'en ai pas vraiment de préféré. Ces dernières années, l'ADN environnemental est très utilisé. Est-ce que c'est quelque chose que tu utilises aussi dans certaines de tes recherches? Alors, pas moi particulièrement, mais voilà, je sais qu'il y a certains de mes collègues qui vont l'utiliser pour repérer aussi, la présence, d'animaux rares. Je pense au dugong, par exemple, au lamantin. Moi, ce que j'utilise, alors ça va être moins sexy, mais à La Réunion, notamment, on va récolter, les cacas des dauphins et dans les, fécesses des dauphins, je vais doser une hormone de stress. Mon approche, biochimique, des animaux, ça va pas être la génétique ou, l'analyse de cet ADN, mais ça va être, plutôt regarder, s'il y a cette hormone du stress. Est-ce qu'on en retrouve plus chez les dauphins qui ont beaucoup de contact avec les humains ou pas? Ça, c'est une question qu'on veut poser parce que là, il nous a fallu 3 ans pour développer la méthodologie qu'on utilise. Parce qu'il a fallu faire des tests, regarder que si nos dosages étaient bons, il a fallu standardiser, les méthodes et tu vois, on parlait au tout début des parcs zoologiques. En fait, cette étude, en premier, on l'a faite en parc zoologique et c'est un étudiant vétérinaire qui a fait sa thèse et qui a permis d'établir la méthodologie et cette méthodologie, maintenant qu'elle est établie, moi, je la prends et je la mène en milieu naturel. Mais on a plus de questions que de réponses et pour l'instant, on est dans la récolte des échantillons. On a pu recueillir certains échantillons, mais pas assez. Mais ce qui m'intéresse comme question, c'est justement est-ce qu'après, une forte période touristique, j'ai une augmentation du stress chez les animaux? Contrairement à une période où il y aura moins de d'activités touristiques, par exemple. On sait que dans certaines zones, les dauphins vivent sereinement, mais à une échelle plus globale, est-ce que les dauphins sont menacés? Alors, de manière générale, ils sont assez vulnérables parce qu'ils subissent le réchauffement climatique. Donc, même s'il n'y a pas de forte activité anthropique, activité humaine, il y a quand même ce risque que l'environnement dans lequel ils vivent change et soit touché par les changements climatiques. Donc, on peut avoir un réchauffement de l'eau, une acidification de l'eau, on peut avoir une raréfaction des ressources alimentaires, etc. Donc, on est assez vigilant, même, sur les endroits où on pourrait, dire que, tout se passe bien pour eux. On garde quand même un œil sur, tout ce qui est, impacts environnementaux. Ok. Quels sont tes projets pour les prochains mois ou années? Et est-ce que tu as des projets d'études en particulier dont tu pourrais nous parler? Là, j'ai travaillé pas uniquement sur les dauphins, mais aussi sur les lamantins et donc on va mettre en place, enfin j'espère, on veut continuer à travailler sur les lamantins et là, peut-être plus dans des centres de réhabilitation et regarder justement comment on peut évaluer, les personnalités, des lamantins en centre de réhabilitation. Parce qu'en fonction de leur personnalité, ils vont pas vivre la réhabilitation de la même façon et on va pas pouvoir les remettre en milieu naturel de la même manière. Donc ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Je veux continuer aussi, les études sur, le stress, donc en milieu naturel, en récoltant les fécesses. Je veux, le faire à La Réunion, mais je voudrais aussi le faire, en métropole. Donc voilà, on est en train de réfléchir à ça
Et puis récemment, j'ai eu la chance de devenir chercheur associé avec un laboratoire à Marseille qui travaille sur le langage, la communication et le cerveau. Et donc là, on veut vraiment étudier plus particulièrement le langage chez les dauphins, donc regarder comment se structure, leur vocalisation. Et ça va m'occuper pendant pas mal de temps. Quand est-ce qu'on plonge ensemble? Bah, surtout si vous partez à La Réunion, moi c'est l'an prochain, hein. Bah, viens avec nous, hein. Oui, avec plaisir. Est-ce qu'il y a une question qu'on t'a jamais posée et que t'aimerais qu'on te pose? Ah ça, c'est une super question. Est-ce que j'ai une question qu'on m'a jamais posée, que j'aimerais qu'on me pose? Mais j'ai pas la solution. Mais j'aimerais que tout le monde se pose la question de qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'environnement marin ou le monde marin puisse vivre sereinement. Donc, ça, c'est pas ma question, mais c'est une question que j'aimerais que beaucoup, beaucoup de personnes, se posent. Et respecter, les habitants de l'océan, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Merci beaucoup Fabienne de nous avoir consacré du temps. C'était vraiment, super intéressant. Merci, ouais, vraiment, vous avez eu, des questions, super intéressantes. Puis, je trouve adorable, voilà. J'ai foi en l'humanité, quand je vois des jeunes, comme vous, qui sont curieux et qui posent des bonnes questions. Donc c'est super. Bravo. Merci. Nous invitons tous les auditeurs à lire le livre de Fabienne Dans la peau d'un dauphin aux éditions Flammarion. Et bah, à une prochaine fois. À une prochaine fois sur l'eau ou dans l'eau alors. Avec Ouais. plaisir. Ouais, À à bientôt. bientôt. À bientôt. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre un petit cœur ou un pouce en l'air. Vous pouvez aussi nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Retrouvez-nous aussi sur Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook ou sur notre site lesplongeurspadawan.com. À bientôt pour un nouvel épisode.